il est de ma région. Oh merde. Mais la façon dont tu as dit Reddy, c'était un peu comme un personnage de Disney. Oh. Et donc, vous êtes ready pour écouter l'épisode, je sais plus, 9, je crois, oui, 9. Quand je suis pas là, je sais plus, je perds les chiffres, de Culture Club Sandwich, l'hebdo, avec au programme ce soir du film, et encore du film, et de la série, quand même, de temps en temps, on fait d'autres choses, et puis même de la bouffe. Et ouais, c'est comme ça. C'est Culture Club Sandwich, épisode 9. Et c'est part. Et avec moi ce soir, il y a Sophie. Bonsoir. Elodie. Salut. Et Mathieu pour discuter culture. Et on rigole de mes mini-génériques, vraiment très très mini-génériques, mais j'ai écouté un podcast qui ont fait plus court que moi. C'est possible. C'était juste un paix. Oh, on est copains de blagues. Copains de blagues sur le paix, bravo. Ça vole très haut, ouais. Non, c'est l'air chaud. Ça dépend de l'air. Si l'air est chaud, forcément, ça monte très haut. Bah oui. Voilà. Et donc, Elodie, tu vas avoir droit cette fois-ci à toi, un petit générique pour les news, parce que c'est toi qui t'y colle. Moi, je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors, on commence par le... oui. Je suis satisfait par moi-même. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de se faire chier. Allez, j'aime bien les blagues filées comme ça. On commence par le cinéma, où il y a du neuf pour les fans d'horreur et de comédie, puisque c'est confirmé, il y aura un Scary Movie 6. En tout cas, il est actuellement en préparation, et donc Marlon Shawn et Keenan Ivory Wayans, donc les créateurs des 2 premiers volets, sont de retour pour reprendre la saga en main. Le film est prévu pour 2026, et il devrait parodier les récents succès d'horreur comme Scream, Beetlejuice ou Alien. Bon, récent, on a compris. Hein. Et Emily in Paris aussi, il faut pas oublier. Qui est le truc le plus terrifiant. Donc voilà, ils promettent de reprendre un petit peu les bases de la saga. Voilà. Moi, perso, je m'en bats les steaks. Mais, autre actu, Tom Cruise pourrait bien nous offrir une suite à Jour de tonnerre. Ça me parle plus. Après le succès de Top Gun Maverick, qui travaille avec Paramount sur ce projet. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. On ne sait pas qui sera à la réal, si Nicole Kidman va revenir. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Alors, pour Nicole Kidman, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a eu un... il veut participer. Le retour des ex. Ouais, c'est ça. Mais Jour de tonnerre, moi, j'aime beaucoup ce film-là. Ça fait un bon moment que je l'ai plus vu, donc voilà. C'est l'occasion. avec les pincettes, tout ça, mais j'ai le DVD, le Blu-ray même, donc c'est l'occasion. Robert Zemeckis, le réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un de mes films préférés, a aussi fait parler de lui. Il a confié qu'une suite ne verrait jamais le jour malgré un scénario prêt, mais ce scénario a plongé directement dans la trempette. Mais le scénario, il existe depuis les années 80. Oui, non, mais voilà. Mais selon lui, Disney n'oserait plus produire un film avec des personnages comme Jessica Rabbit, dont j'ai toujours été amoureuse. Donc une page se tourne pour ce classique culte des années 80 et j'en suis bien triste. Merde. Dommage, on n'aura donc pas Qui veut la bite de Roger Rapeau. C'est pas perdu, on peut peut-être acheter les droits. Oh non, j'ai passé dessus. Oh, si, t'inquiète. On va faire un Kickstarter. Et on rendra jamais l'argent. Exactement. Du côté des séries, Ian Somerhalder, acteur de Lost et Vampire Diaries entre autres, annonce sa retraite d'acteur à 45 ans. Pour faire du bourbon. Moi aussi, j'aimerais bien. Ça aurait été bien qu'il l'apprenne avant en fait même. C'est ça. Bon écoutez, jamais trop tard. Hein. Attends, parce que le monsieur il était sur tous les murs de ma chambre pendant des années. Hein. C'est un monument. Pour d'autres raisons. Moi je le trouvais plutôt beau gosse. Tu avais de la moisissure. Moi, je le trouvais plutôt beau gosse jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, il avait plus ou moins fait des trucs sur la pilule de sa femme pour qu'elle tombe enceinte. Et où je me suis dit, tiens, c'est une énorme merde. Et du coup, maintenant, il est vachement moins beau gosse. Ah ouais, je comprends. Voilà. Pour les raisons de sa retraite, il préfère se consacrer à des projets familiaux et agricoles. Écoutez, le Bourbon. Il veut labourer.
Oui, et avec sa femme, Nikki Reed. Il a c'est pour ça que... Voilà, exactement. On n'a pas dit comment s'écrivait labouré. Mais il annonce garder une porte entrouverte pour un éventuel retour dans... pas fait exprès. Si jamais, Wars, la série nulle Netflix dit et Vampire Diaries est de retour, comme ça il est là, quoi. Ouais, voilà. Parce que, bon, l'agriculture, c'est bien, mais ça rapporte pas beaucoup, quoi. Il y a les impôts qui vont passer, tout ça. Pour Monsieur Série, HBO lance en novembre un docu bien rétro, Yacht Rock, documentary, mais j'aime beaucoup le documentary écrit DOCK. Avec un K. Ben oui, ouais, bien sûr. Bah ouais, avec que des grands noms. Et, oui. et c'est tellement cool. Quand j'ai vu ça, je fais, c'est bon. Je sais ce que je regarde fin du mois. C'est ça. Donc c'est un documentaire qui va explorer l'univers du Yacht Rock, hein, c'est dans le nom. Hein. Je pré-shot, ce sera une reco dans un des épisodes. Quelle surprise, les bras m'en tombent. Voilà. Voilà, donc il y aura des interviews d'icônes comme Michael McDonald, Kenny Loggins, et ça sera un vrai plongeon dans la nostalgie musicale le 29 novembre. Hop là. J'approuve. C'est déjà mon anniversaire en plus. Oh, bah faut voilà. s'en rappeler maintenant. HBO T'inquiète, je mettrai des trucs sur Instagram. Ah. Vous êtes prévenus, il faut envoyer des cadeaux maintenant. HBO prévoit aussi une mini-série intitulée DTF St. Louis avec Jason Bateman et David Harbour. C'est une comédie noire écrite et réalisée par Steve Conrad et ça raconte un triangle amoureux qui tourne mal. Voilà, c'est à cette occasion que j'ai enfin compris ce que ça voulait dire DTF. Voilà, je suis vieille. C'est down to fuck pour les vieux comme moi. Voilà. Sérieusement, tu savais pas? Bah non, moi je suis une vieille personne, je connais pas. Ce qui est bien, c'est que la version française, c'est dans ton fion. Donc, mais après... Oui, c'est vrai, oh, ça marche bien, ouais. J'aime bien. Descendu... Bref, hein, je ne dirai pas le reste. D'accord. On va te laisser dans ta solitude. Côté musique, c'est une triste nouvelle. Le légendaire Quincy Jones est décédé à 91 ans. Pour les petits jeunes dans le coin, donc il était surtout connu pour son travail avec des artistes comme Michael Jackson, Ray Charles, Aretha Franklin et bien d'autres. C'est notamment lui qui est à l'origine de Thriller. Donc voilà, c'est une grande perte pour le monde de la musique. Parce qu'il n'y avait pas que le niveau musical, aussi il ne faut pas oublier que c'est lui qui a permis la création du Prince de Bel-Air. Ouais. Par exemple, au niveau production. Il a travaillé sur pas mal de BO de films. Et puis, c'est l'occasion de réécouter ou de découvrir The Dude, un de ses meilleurs albums, tout simplement, avec Ain't No Corrida en tête de liste. Un album absolument génial, qui a un petit côté yacht rock, justement. Hop, petit lien, effectivement. Et puis en plus de ça, moi, il y a un plaisir, c'est que déjà c'est un très grand de la musique, ça c'est sûr. Mais sur cet album-là, les guitares sont faites par Steve Lukather, donc un des créateurs de Toto. Voilà, la boucle. La boucle est bouclée. D'un autre côté, Bruno Mars se bat des records avec seulement 2 nouveaux singles cette année. Il est devenu l'artiste le plus écouté sur Spotify, devançant The Weeknd et Taylor Swift. Il cartonne avec Die With A Smile, un duo avec Lady Gaga, et en collaboration avec la K-pop star Rosé. Je ne sais pas qui c'est, moi le Rosé, je le bois. C'est une nana de Blackpink et voilà. qui du coup forcément a ramené tout le public fan de K-pop. Elle est super mimi en plus. Ah ouais, donc en fait il a triché. Enfin, surprise du côté de Science Supercrew, le groupe de rap emblématique des années 2000 se reforme pour une tournée anniversaire à l'occasion des 25 ans de leur album KLR. Ils feront escale à l'Olympia fin novembre. Et, les impôts. Ils sont repassés par là. Je comprends. Faut trouver Doc Gynéco en 2025. Oh la vache. Les impôts. Les impôts, premier sponsor de tous les artistes has-been. C'est ça. On passe aux jeux vidéo. Il y a du neuf sur Fortnite. Ce mois-ci, les joueurs pourront affronter des rappeurs comme Snoop Dogg, Eminem et Ice Spice. Et pour rendre hommage à Juice WRLD, un événement spécial se tiendra fin novembre. Que des trucs, voilà, vous voyez de quoi je parle. Là, je connais rien à tout ça, moi. Ça se sent pas du tout, c'est bien. Non. Autre annonce, THQ Nordic prépare un nouveau jeu Bob l'éponge. Et là, ça me concerne plus. C'est prévu pour 2025. Pour l'instant, on a très peu d'infos, mais on espère une suite à la hauteur de celui qui est sorti il y a pas très très longtemps, là, qui était pas si mal, quoi. Qui était
que tu es sympa Quelle surprise, un nouveau Bob l'éponge. Bah, les impôts aussi. Mais c'est trop bien, Bob l'éponge. Non, je dis pas. Le dernier était très très bien comme jeu. Il est vraiment très 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 bien fait. Mais bon, c'est pas surprenant. Ils ont la licence, il faut bien l'exploiter, sinon ils la perdent. C'est ça. Et même là, la semaine dernière, il y avait les skins Bob l'éponge qui étaient sur merde. Oh, je suis une vieille... Fall Guys, pardon. J'ai fait un AVC. Oui. Voilà. C'est le début de l'alphabet. Ah, c'est donc ça. Et pour les fans de Nintendo, il y a une nouvelle application musicale qui vient de sortir, c'est Nintendo Music. Ils ont été vraiment cherchés très loin et ça permet aux abonnés Switch de streamer les bandes-sons de jeux comme Super Mario, Pokémon ou Zelda. C'est une option sympa inutile, mais il y a un petit bémol puisqu'il n'y a aucun compositeur qui est crédité. Voilà. Mais oui, et en même temps, c'est la seule façon qu'ils ont justement de ne pas créditer les auteurs, c'est parce qu'ils font leur app eux-mêmes. S'ils étaient passés, je sais pas, chez Apple Music, chez Spotify, ils auraient eu l'obligation de le faire. Voilà. Mais bon. Mais comme on est vraiment des rats... Nintendo, c'est des rats, ça c'est clair. Hein, oui. Nintendo, Disney, même combat. Hein. C'est les rats, c'est sans la pour ça. Dans le monde des livres, polémique autour de la BD Spirou et la Gorgone Bleue. Après des accusations de racisme pour sa représentation de personnages noirs, les éditions Dupuis ont décidé de retirer l'album des ventes. Je savais même pas qu'il y avait un nouveau Spirou qui était sorti. Bon. Et maintenant, il est numéro 1 sur Amazon. Ah oui, tiens, tous les racistes se sont réveillés. Ils se sont dit, dans 10 ans, ça va rapporter une fortune. Alors... Le truc, c'est que je pense que dans ceux qui ont acheté, il y a des spéculateurs, pas forcément racistes, j'en sais rien, de toute façon, c'est des connards, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'est le premier truc qui a été fait, c'est « Oh, putain, faut en acheter plein, parce qu'ils vont valoir très cher. » Mais en même temps, ils ont été chercher Danny au dessin. Danny, c'est un... bon, à part faire des BD de cul, il a pas fait grand-chose, quoi. Ouais, et encore, c'est pas de la haute qualité du tout, c'est même une horreur, et... Il a même annoncé, il a fait « Ah, effectivement, je crois que j'ai fait une erreur. » Non, c'est vrai. Oups, j'ai ripé. Ça alors... Putain. Ouais. Moi, j'attends en tout cas la suite non officielle, Spirou et le Gorgonzola. Je préférerais. Hein. Ah ouais. En littérature, gros événement pour les amateurs de poésie. Le 16 novembre, un marathon poétique aura lieu à Paris, organisé par Refers Art Initiatives. Des auteurs comme Miguel Bonnefoy et Thomas Lélu se produiront aux côtés d'amateurs. Une belle occasion pour célébrer la création littéraire en plein cœur de la capitale. Vous avez vu, je suis un peu guide touristique. Ah, parce qu'en fait, ils doivent courir en faisant de la poésie, c'est ça ? Bah oui, sinon c'est trop facile. Ah, c'est ça. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis au rythme des vers, sinon ça... Ah non, ça c'est quand t'es au bar, je confonds. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, je sais faire. Enfin, Lovecraft rejoint la prestigieuse collection de la Pléiade avec l'ouvrage Récits. 29 de ses nouvelles écrites entre 1917 et 1935 seront rassemblées dans ce recueil, offrant un hommage à ce maître de l'horreur et de la science-fiction. Une reconnaissance pour cet auteur longtemps marginalisé et dont l'influence reste immense aujourd'hui, même s'il était vraiment très raciste. Voilà, c'est tout pour moi. La violence de Naughty Just Facts. Bah, faut dire les choses à un moment donné. Ah oui, non, tout à fait, t'as tout à fait raison, mais regardez la série Lovecraft, elle est très très bien, même s'il y a des genres recommandables dedans et que c'est pas sur un sujet recommandable, la série reste très bien parce qu'elle défonce la gueule. En fait. Mais si, parce qu'elle leur défonce la gueule dans la série, donc c'est cool. Punch nazi, voilà, même ambiance. Ok, très bien. Bon, on passe du côté des récaps avec moi. Voilà. Mon actu culturel, j'étais pas là la semaine dernière, mais la semaine d'avant, j'ai été voir l'Impératrice en concert avec Louve, la nouvelle chanteuse. C'était à l'Ancienne Belgique, à Bruxelles. C'était juste le feu. C'est 1h30 de show où on n'en pouvait plus, ça ne faisait que faire remuer le popotin. Ça a permis de voir que chapeau pour la prestation live justement de Louve qui vient de débarquer, on va dire. C'est sa première tournée
de ce niveau-là. Franchement, grand chapeau. Plus aussi, on a eu le bassiste qui est tombé malade. Il était remplacé au pied levé, genre 12 heures avant, par un copain bassiste du groupe qui, là, c'était impressionnant parce que, franchement, il nous l'aurait pas dit. Et si on ne connaît pas le groupe ou très peu les visages, tu vois pas la différence. Le gars, il était à fond. Ça m'impressionne toujours, ce côté, cette maestria musicale de personnes comme ça qui peuvent reprendre comme si de rien n'était. Oui, je vais faire un concert en live, il n'y a pas de problème. Les morceaux, c'est pas grave, je vais les apprendre en 12 heures et puis il n'y a aucun souci. Ça va faire plaisir aussi, je pense, que à celles et ceux qui aiment les trucs par exemple de Ondelat et les Faites rentrer l'accusé, à un moment donné dans un medley musical. Oui, mais il y a un petit suricate. Pardon, mais tu dis Beetlejuice 3 fois, tu dis Ondelat 3 fois, c'est moi qui surgis, quoi. Dans un medley musical, à un moment donné, il y a les quelques notes du générique de Faites rentrer l'accusé qui ont été jouées comme ça, comme si de rien n'était. Et je fait, oh, tiens, pourquoi pas. Entre ça et une reprise de Daft Punk en live, c'était juste impressionnant. Et j'ajoute aussi à tout ça que il y avait une première partie. Le groupe s'appelle Please. C'est un groupe parisien qui est assez récent, parce que je pense que ils ont un EP plus un album et quelques singles, mais ça fait même pas 4-5 ans qui sont là, et c'est du rock un peu 70s, très très fun, ça rentre dans la tête, et on parlait de yacht rock, le dernier EP c'est vraiment ça, c'est à fond ce truc là, ce côté bouncy. Si vous savez savoir ce qu'est le yacht rock, n'hésitez pas à aller voir l'épisode spécial qu'on avait fait avec Patrice de B-News USA, vous aurez ça dans les oreilles, ça vous permettra de savoir ce que c'est ce genre. Mais j'étais absolument agréablement surpris, parce que les premières parties, c'est jamais gagné d'avance, hein. Et là, ils avaient à peu près une demi-heure, et en une demi-heure, ils ont mis le feu, et tout ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, ils continuent jusqu'à ce que l'impératrice arrive, quoi. Et il fallait pas qu'ils s'arrêtent. Donc franchement, je conseille ça. Donc please, comme le mot, si vous en anglais. Vous pouvez l'écouter ça. J'essaye de les contacter. C'est difficile pour pouvoir les interviewer, mais je ne lâche rien. Exactement. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'ai fini le Inktober. Pure idée de merde. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc qui se fait une grande composition à la fin. 31 dessins placés dans une feuille, même en A3, et avec une logique en suivant les mots clés. Je ferai plus jamais ça. C'était vraiment une catastrophe. Et puis j'en parlerai pas plus parce que j'attends que Sophie en parle, mais il y a des films de Noël qui sont de retour. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est nécessaire. En parlant de Sophie, je me dis que ça tirait très bien le costume de Beetlejuice. Je sais pas comment le prendre. Mais prends-le bien, genre le petit costume et tout. Sympa. Prends-le en S, peut-être, je sais pas. En M. C'est pour ça qu'on est potes. Non, mais écoute, si un jour je le trouve et que je me motive à me maquiller, je ferai ça pour toi, Mathieu. Merci. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Ouais. Je suis ému. Tu peux. Ah, je crois que t'étais Mathieu. J'ai cru que t'avais dit tu pues. Non, pas. Tu pues. Bon, comme tu as rigolé, Elodie, c'est à nouveau à ton tour, et c'est pour ta reco. Ouh là là. Ah bah ouais. Est-ce que ça va être joyeux cette semaine ? Non. Non. J'allais dire la semaine prochaine, mais moyen. Alors, on est sur une bonne lancée là. Non, mais parce que moi, vous aurez pas de recommandation de film de Noël de ma part, donc moi je reste sur une ambiance Halloween jusqu'à l'année prochaine. Donc, je vais vous parler de The Machinist. C'est un thriller psychologique qui est sorti en 2004, réalisé par Brad Anderson, et on y retrouve Christian Bale dans le rôle principal, aux côtés de Jennifer Jason Leigh et Michael Ironside, qui est terrifiant. C'est, pour le dire en quelques mots, c'est un film qui vous reste en tête, qui dérange un peu beaucoup, mais dans le bon sens du terme, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde. Pour résumer l'histoire, on suit Trevor Resnick, un ouvrier insomniaque qui n'a pas dormi depuis 1 an, ce qui est à peu près mon cas, mais bon, moi j'en fais pas tout un film.
Ce manque de sommeil l'a complètement transformé physiquement et mentalement, et si vous ne voyez pas trop à quoi le film ressemble, peut-être que vous allez vous rappeler de cette anecdote de Christian Bale qui a perdu je sais pas combien de dizaines de kilos et qui s'est nourri d'une boîte de thon et d'une tomate par jour pendant je sais pas combien de temps pour faire à peu près 30 kilos tout mouillé. Voilà. Visuellement, tout le film ressemble à ça, à un corps squelettique. Et à force d'être épuisé, il commence à voir des choses étranges, des événements qu'il ne comprend pas, et nous non plus, et qui viennent perturber sa vie déjà bien chaotique. On ne sait pas si ce qu'il voit est réel ou si c'est le fruit de son esprit en déclin, en tout cas au début du film. Et c'est là toute la tension du film. L'histoire de Machiniste, c'est à la fois une histoire simple et incroyablement intense. Ce qui est fascinant, c'est l'originalité du traitement, parce qu'on a tous déjà vu des personnages tourmentés dans des thrillers, mais ici on est vraiment dans la tête de Trevor et son insomnie nous fait douter de tout. C'est un peu, alors moi j'aime beaucoup ces films à twist, un peu comme The Game, où tu sais jamais trop ce qui est réel ou pas, et même si tu te doutes bien de ce qui va se passer à la fin, t'aimes bien qu'on te retourne un peu le cerveau. Et là, c'est exactement ça, on est embarqué dans cette paranoïa et le film parvient à garder une tension qui lâche jamais. Je vous préviens, vous allez serrer des fesses pendant à peu près 2 heures. Anderson dose bien le rythme entre des moments de silence angoissant et des scènes de tension qui nous captivent. Les dialogues, je veux pas dire qu'ils sont rares, mais on n'est vraiment pas dans un film qui fait des monologues. Mais les quelques mots qu'on a, c'est percutant, c'est bien écrit, il n'y a pas de fioriture, ça va droit au but. Et en fait, ça renforce à chaque fois cette ambiance étrange où faut vraiment être très attentif parce que chaque mot va compter et chaque dialogue est un petit indice de ce qui se passe réellement. Trevor Resnick, c'est un personnage qu'on n'oublie pas facilement, déjà parce que vraiment il est terrifiant, t'as l'impression qu'à chaque pas il va se casser. Il est extrêmement complexe, il est torturé et Christian Bale le rend tellement crédible qu'on se sent presque mal à l'aise face à sa maigreur et à son regard perdu. C'est vraiment un mort-vivant, quoi. Il n'évolue pas forcément dans le sens classique où on pourrait dire qu'il s'améliore ou qu'il trouve une rédemption, mais il y a une progression dans la manière dont on découvre son passé et ses démons intérieurs et pourquoi il est dans cet état-là, le pauvre gars. Christian Bale, il est assez impressionnant dans sa manière d'incarner cet épuisement. On sent qu'il est réellement épuisé. Là, il en peut plus de bouffer une boîte de thon et une tomate depuis je sais pas combien de mois. Là, à un moment donné, ramène le poulet, quoi. Et il est pas tout seul, on sent qu'il y a quand même une bonne alchimie avec Jennifer Jason Leigh qui joue son amie et apporte un peu d'humanité dans un monde qui est très très froid. Ils ont des interactions assez subtiles, mais en fait c'est juste pour mettre en valeur la solitude de Trevor parce qu'ils sont vraiment pas dans le même univers, quoi. Visuellement, c'est un film qui est superbe dans son côté sombre et délavé. La cinématographie est très calculée. Il y a des angles de caméra qui accentuent la claustrophobie du quotidien de Trevor. Tout est dans des tons gris, froid, vert, industriel, un peu dégueu. Mais ça colle parfaitement avec son état mental. Les décors sont simples, sans superflu, c'est très industriel. Et ça renforce vraiment le sentiment de solitude et de névrose. Vous avez compris, c'est pas un film très la joie. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais il y a des choix de mise en scène, comme les transitions entre les scènes de rêve et la réalité. C'est subtil, mais c'est efficace. Au moins, on n'est pas perdu. Côté ambiance sonore, on n'est pas dans des grands orchestres. En fait, tout est fait pour vraiment... c'est très épuré pour vraiment qu'on se mette dans la peau de Trevor. Et à côté... Enfin, ce qui reste de peau, quoi. Bah, il a plus que ça, en même temps, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas que du visuel, parce que c'est un film assez profond quand même qui aborde des thèmes importants comme la culpabilité, la solitude, la dégradation mentale. Ça questionne la manière dont on vit avec nos erreurs et comment la culpabilité peut nous ronger jusqu'à déformer notre perception de la réalité. Donc il y a vraiment une vraie réflexion derrière tout ça. C'est pas juste un film à twist pour dire que oh là là, on a fait un film très important. C'est pas... Voilà, ça nous pousse quand même à réfléchir à la frontière entre santé mentale et réalité. Il y a un message sous-jacent sur le prix de la vérité. Et en soi, l'ensemble est cohérent, même si tout n'est pas dit explicitement. C'est clair, mais sans être trop simpliste.
Pour résumer, c'est quand même un film qui prend aux tripes. On est vraiment dans un univers oppressant et on est un peu inconfortable quand même devant le film. Ça sait nous surprendre, ça nous perturbe. Il y a vraiment une tension, mais on peut pas s'empêcher d'être mal à l'aise parce qu'on assiste vraiment à une descente aux enfers. Il y a une fin que je vous spoilerai pas, qui est satisfaisante, bien amenée. On s'imagine à la fin ce qui se passe réellement, même si on sait pas, on se doute pas trop de ce qui a déclenché tout ça. Du coup, en fait, c'est le problème avec ce genre de film, c'est que la révélation finale est forcément un petit peu décevante face à tout ce qui a été mis en place avant, parce que tu retombes dans la vérité, et forcément la vérité est toujours un peu plus décevante que tout ce que tu as pu imaginer. Mais au moins, c'est crédible, en fait, c'est très réaliste. Donc c'est un vrai point fort. Pour les points faibles, je peux dire que c'est un film qui pourrait rebuter certaines personnes parce que c'est un rythme assez lent quand même et c'est très très sombre. Faut être pas trop mal dans sa tête pour regarder ça, je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment un film que j'adore et c'est disponible sur Prime, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai été demandé, on pouvait le voir. C'est sur Prime. D'accord, The Machinist. Donc. Ouais. Et je pense que avec ta présentation, tu as le titre de l'épisode de ce soir, hein, c'est Ramène le poulet quoi. Je pense que ça fera un super titre de podcast. Alors, je spoile pas, mais même s'il mange pas beaucoup, il y a quand même beaucoup de viande dans ce film. Hein. Il y a quand même quelques membres coupés. Et ok. Des mains, pas... Non, oh là là, calmez-vous. C'est pas vraiment des membres en fait, c'est des mains. C'est pas forcément mieux. Il y a quelque chose qui est coupé, c'est pas... Non, c'est... Jeffrey Dahmer approuve cette phrase. Et son frère, l'air. N'oubliez pas. Oh, bah je préfère son frère, hein, pardon. Mais... On peut en faire un fromage, c'est bon. Alors, bon, Mathieu, de ton côté, ton récap. Moi, j'ai pas été là depuis un moment, mais j'étais très occupé, donc j'ai pas vu tant de choses. Donc les trucs qui durent 3 minutes 50, c'est très pratique. Donc j'ai écouté This Is, qui est le nouveau single de Lady Gaga, juste après la sortie de son album Harley Quinn. Comment vous dire que j'apprécie cette musique ? Je l'écoute trop, peut-être 15 fois par jour, ça fait beaucoup, mais c'est ce qu'il me faut. Et elle retourne un peu à ce qu'elle faisait à l'époque de The Fame Monster et Born This Way, donc de la dark pop vénère. Et pour moi, le clip qu'elle a sorti, c'est son meilleur clip qu'elle a fait depuis 2014, donc c'est pas mal. Et ça promet plein de bonnes choses pour la suite, donc j'ai très hâte du prochain single, même si je profite déjà de celui-là. Et j'y viens d'y penser il y a 4 secondes en autre actu qu'on n'a pas dit mais qui m'a marqué. Il y a la série Moon Girl and Devil Dinosaur, que j'aime beaucoup, qui a été annulée. Donc comment vous dire mon petit somme, parce que les créateurs avaient dit dans l'idéal on aimerait faire 3 saisons. Il peut aller se faire foutre, je crois. Et donc on aura 10 épisodes pour terminer la série en 2025. Les artistes sont au courant depuis des mois que la série rentrerait pas à nouveau en production pour produire une nouvelle saison. Et donc je pense qu'il y aura une fin, en tout cas une conclusion. Après il n'y aura pas de fin d'intrigue, mais voilà. Donc je vous incite à aller voir Moon Girl and Devil Dinosaur, c'est sur Disney+, en tout cas pour la saison 1 en France. Il y a peut-être la saison 2 déjà en Belgique, sinon ça devrait arriver. Parce que c'est la meilleure série Marvel qui existe et personne ne l'a regardée. Donc foncez. Bah oui, parce que quand c'est meilleur, les gens qui aiment la Marvel ne regardent pas. C'est bien connu. J'avais regardé le premier épisode. C'est mignon, hein. Bah, j'ai pas continué parce que je trouvais ça vraiment trop enfantin. Ah, t'as regardé le ok. Bah oui, mais à un moment donné, je fais un tri très rapide. Mais par contre, l'animation est hyper cool. Et en vrai, je trouvais ça hyper kiki. C'est trop mignon et j'aimais bien les deux personnages. Ils marchaient très bien ensemble. Mais imaginez, il y a un numéro musical par épisode. L'animation, c'est à peu près au niveau de Spider-Man Into the Multiverse, etc. Spider-Verse. Pour une série, quoi. Donc c'est chouette d'avoir ce genre de proposition. Je viens d'aller vérifier. Il n'y a que la première saison aussi en Belgique. Hein. Bah écoutez, la première saison est déjà très bien. La deuxième aussi. Et quand tu dis que c'est pas mature, oui et non. C'est pour les enfants. Il y a un épisode en saison 2,
toujours pas remis aujourd'hui, hein. Ça va pas te faire des trucs pareils. Moi, j'avais regardé pour me détendre. Non. Non, mais c'est bien, mais je pense qu'ils savent parler de choses importantes En tout cas, ça c'est parler de choses très importantes aux enfants. Ouais. Non, mais il y a des petites séries comme ça qui malheureusement passent inaperçues alors qu'elles sont très bien faites et très bien racontées et qu'elles prennent pas les enfants pour des idiots et c'est dommage que ça disparaisse comme ça. Totalement d'accord. On passe du côté de Sophie pour sa reco, qui est une série. Alors, vous aviez Sophie qui aime les tueurs en série, Sophie qui aime tout ce qui touche au meurtre et Sophie qui aime bitcher. Eh bien, je vais pas bitcher ce soir. Voilà, je vais pas... ouais, je sais, là on est en novembre, c'est la période avant Noël, voilà, je me calme. Je vais parler de Nobody Wants This, une série qui est sortie sur Netflix, là, en septembre, je crois. Petite série très sympatoche avec un super casting, notamment Adam Brody, Justin Loop, Timothy Simons et Kristen Bell, que je n'arrive toujours pas à aimer. Et grâce à qui j'ai arrêté de regarder The Good Place, tellement elle me tapait sur le système. Oh non. Oui. Désolée, moi je n'aime pas... Dans La Reine des Neiges, et La Reine des Neiges, je la regarde en VF à cause d'Apolline, donc en fait, je n'aime pas Kristen Bell. Mais c'est pas grave. L'histoire, c'est donc Joanne, qui est jouée par Kristen Bell. Elle a un podcast avec sa sœur Morgane, dans lequel elles vont parler beaucoup de leurs aventures avec les hommes, de sexe, c'est vraiment l'empowerment féminin. Vraiment, c'est des nanas qui disent tout ce qu'elles pensent sans filtre. Le podcast est plutôt rigolo. Elles ont des discussions entre elles, tout ça. Et Joanne, en fait, c'est la nana qui n'a jamais bol avec les mecs. Elle se retrouve toujours, en fait, avec des cassos. Elle aime bien ça, tout ça. Jusqu'au jour où, à une soirée, elle va rencontrer un rabbin. Donc, ça va lui faire bizarre. Ce rabbin, donc, est joué par Adam Brody. Il joue donc Noah. Et en fait, ça va tout de suite accrocher entre eux. Ils vont tomber amoureux. Et en fait, vraiment, toute cette saison, ça va tourner autour de comment un rabbin peut être avec une goye, alors qu'en fait, avant, il était avec une juive. Et du coup, elle va vraiment avoir tout le côté... la famille la déteste et ne l'accepte pas. Les amis de l'ex de Noah la détestent aussi. Et donc, elle, le but, c'est vraiment de réussir à se faire accepter. Et la série, je trouve qu'elle est quand même assez hardcore de certains côtés, parce que vraiment, elle dépeint les femmes juives vraiment très, très durement. Donc, apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie. La créatrice, a priori, s'est inspirée de sa vie pour raconter cette histoire. On rigole quand même beaucoup. Mais je trouve que l'alchimie entre Kristen Bell et Adam Brody va vite s'étioler. Autant sur les 2-3 premiers épisodes, ça part très très bien. Mais vraiment, à partir du moment où ils sont ensemble, moi je trouve qu'il y a un truc qui se casse un petit peu. Et en fin de compte, on va s'intéresser aux personnages secondaires. Noah, il a un frère. C'est ça que j'aime bien, justement, que je disais que j'aime bien. C'est qu'en fait, il y a un côté un peu normal. C'est juste une relation normale. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, Noah, il a son frère Sacha. C'est un immense machin qui doit faire à peu près 15 têtes de plus que moi. Je dois lui arriver aux genoux. Qui passe son temps à... On ne sait pas trop ce qu'il fait de sa vie, il bosse dans la boîte de son père, mais on ne sait pas trop ce qu'il fout, qui passe son temps à bouffer et à prendre de la weed, quoi. Donc il est défoncé H24. Il est avec une femme qui est ultra possessive, qui est très, très castratrice aussi, voilà. Et en fait, il va se lier d'amitié avec la sœur de Joanne. Petit spoil que j'ai lu, apparemment, ils vont pas développer un triangle amoureux entre eux. Ils vont vraiment rester sur... ils restent amis, et moi je trouve ça très très bien qu'on n'ait pas un triangle amoureux en plus, parce que ça aurait pas fonctionné. Et je trouve que Justin Loop et l'acteur Timothy Simons, eux pour le coup, ils ont une véritable alchimie. Dès qu'ils sont ensemble, tu vois, qu'ils s'éclatent. Les deux personnages sont vraiment très très drôles, même si le personnage de Morgan est quand même très, très mis en retrait par rapport à Sacha, où on le voit un peu plus quand on n'a pas les deux autres à l'écran.
Les parents des filles aussi, je trouve que c'est des persos qui sont incroyables, puisqu'en fait c'est un homme et une femme qui ont divorcé au bout de 30 ou 35 ans de mariage parce que le père s'est rendu compte qu'il était gay. Donc du coup lui il ramène ses mecs à la maison, et puis t'as son ex-femme qui dit ah non mais tout va bien, mais tu vois qu'en fait la pauvre elle est en dépression totale, enfin elle me fait mal au cœur. Donc voilà, j'ai regardé ça en fait parce que moi j'avais besoin de regarder un truc un peu doudou. Je trouve que c'est une série, les épisodes ils font 25 minutes à peu près, il y en a une dizaine, et ça se regarde vraiment, ça se regarde très très bien. C'est plutôt bien écrit, c'est vraiment bien joué. Moi je fais pas partie des gens qui ont regardé Newport Beach, donc j'ai un peu découvert Adam Brody, voilà, je savais juste que c'était le mari de Leighton Meester, mais j'en savais pas plus sur lui. Donc évidemment maintenant j'ai envie de regarder Newport Beach pour voir comment il était quand il était jeune. Mais à peu près pareil. On est d'accord avec beaucoup de mes copines, on veut tout un rabbin pour Noël, quoi. On t'entend pas, Mathieu, ton micro est coupé. Oui, crie pas, ça sert à rien. Casse les couilles. Vas-y. Je sais plus. Je disais, t'as la fin du titre de l'épisode, c'est chouette. Voilà, mais c'est trop tard maintenant. Mais c'est vrai qu'en fait, entre ramène le poulet quoi et je veux un rabbin pour Noël. Ramène le poulet et un rabbin pour Noël. Je veux un rabbin qui ramène du poulet. Non. Ramène un poulet et un rabbin. C'est l'histoire d'un poulet et d'un rabbin qui rentre dans un bar. Cher Père Noël, j'ai été très sage. Pour Noël, je veux un poulet. J'ai bien mérité mon rabbin. Mais effectivement, j'en avais parlé en récap il y a quelques semaines, parce que j'avais regardé que 2-3 premiers épisodes depuis que j'ai terminé. Et effectivement, il y a le côté doudou des rom-coms, mais c'est pas on n'est pas dans le côté très fleur bleue. Il y a des choses qui se passent pas bien, il y a des complications, il y a des et quand tu dis les personnages secondaires sont pas trop mis de côté, genre ils sont pas des faire-valoir, ils ont aussi leur histoire vraiment. Et puis vraiment il y a ce truc de c'est une relation qui très vite on couple, est-ce qu'ils vont ou pas se mettre ensemble. Et il y a une relation normale qui se crée, tout simplement. Ouais, c'est plutôt comment la judaïté de Noah va faire que leur relation va pouvoir marcher. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et puis moi, Sacha, j'adore sa relation avec sa fille aussi. Quand elle, cet épisode où elle dit, il y a une copine à moi qui a dit que j'étais amoureuse d'un mec et qui se créait un compte Snapchat pour pouvoir draguer le mec, pour vérifier si le mec il est intéressé par sa fille ou pas. Alors, c'est juste improbable et c'est hyper drôle. La bat mitzvah aussi, toute la bat mitzvah aussi, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Moi, c'est vraiment tout le côté représentation des femmes juives que je trouve quand même assez dur, parce que je pense pas non plus, je pense pas que ça va y faire une généralité, mais je trouve que même Rebecca, l'ex de Noah, en fin de compte, on la présente vraiment comme la méchante, alors que en fait c'est juste une nana qui vient de se faire larguer et qui est malheureuse et qui est triste. C'est pas la méchante, je veux dire, elle a pas eu de chance, et je défie n'importe qui vient de passer je crois que ça faisait une dizaine d'années qu'ils étaient ensemble, qui se fait larguer comme ça du jour au lendemain alors que tu t'attends à te faire demander en mariage. J'ai des doutes quand même sur le fait que quelqu'un le prendrait bien. Moi, perso, j'irais chez le mec et je cramerais sa baraque. Mais après, regarde comme... Voilà. Après, elle aime les tueurs en série. Bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est Nobody Wants This sur Netflix, que vous pouvez voir. Et petite info pour ceux et celles qui n'arrivent pas à regarder avec sous-titres, etc. La version française est plutôt bonne. Donc c'est bien de le noter parce que c'est pas toujours le cas. C'est vrai. Et Netflix a confirmé qu'il y aurait une saison 2 d'ailleurs. Ouais. Et je suis curieux de voir ça. D'ailleurs, Netflix qui confirme aussi des nouvelles saisons pour Virgin River, alors qu'on n'a toujours pas la nouvelle saison qui n'arrive pas avant l'année prochaine. Alors, je vais renverser la table. On va faire ça. Avant de renverser la table, ça me fait transition sans le faire exprès. Parce que ma reco cette semaine, c'est un restaurant
Voilà, un restaurant de burgers. Parce que je me suis dit, on a dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait niveau reco culturel. Pour moi, la bouffe, c'est de la culture, donc on est très très bien, hein, voilà. Et c'est un resto que j'ai découvert, je crois que c'était juste à un moment donné, quand il y avait un déconfinement pendant cette sale période, on devait trouver un resto de burgers avec des amis. Et je dis, bah tiens, ça a l'air sympa, les burgers ont l'air sympa. Et puis en plus de ça, ils ont des bières qui ne sont vendues que dans le resto. Et il y a ce qu'on appelle du beer pairing, donc une bière qui va avec tel type de burger, etc. Je pense, ça peut être sympa. Et ben, le coup de cœur tout de suite, ce qui fait que depuis... bon, j'y suis allé, je sais plus combien de dizaines de fois, alors que c'est pas non plus un restaurant forcément le moins cher du monde, hein. C'est pas un McDo ou quoi que ce soit. On est sur du burger de qualité supérieure au niveau de ce qui est dedans, de comment c'est présenté. Comme je vous le disais, les bières, elles sont absolument géniales, et il y en a même une. Attention, ça peut paraître bizarre, mais elle est très très bonne. Il y a une bière au bacon. Voilà, oh, ça doit être délicieux. Eh ben, justement, on peut faire une tête comme ça, et en fait, c'est juste un côté très fumé à la bière, et c'est vraiment pas mauvais du tout. Ouais, un petit côté comme ça. Et non, franchement, ça s'appelle le Huggies, donc H-U-2-G-Y, et puis apostrophe S. Hein. Avant, il s'appelait Huggies Bar, ils ont changé il y a quelques mois en juste Huggies, parce qu'ils ont enlevé le côté un peu bar, genre sports bar qui pouvait y avoir. En fait, c'est un restaurant qui a été créé par deux amis d'université, il y a déjà maintenant bien 12 ans, voilà. C'était leur projet, et ils ont 12, bientôt 13 restaurants. J'en vérifie pour pas dire une... J'ai cru que t'allais dire qu'ils allaient avoir 13 ans. Non, ils sont pas 13 ans. Du tout. Ils ont des restaurants donc à Bruxelles, à Liège, ils ont du côté... de Charleroi, pas loin de l'aéroport d'ailleurs, Ryanair, et puis pas loin de chez moi non plus. Donc il y en a pas mal comme ça, et oui, c'est ça, ils en ont bien 13. Ils sont en train d'essayer d'en ouvrir encore 3 autres. Donc ça marche bien pour eux. Et moi je voulais juste vous le conseiller, parce que si vous aimez les burgers, vous aimez aussi la bière, et que si jamais vous êtes de passage en Belgique, ou si vous vivez en Belgique, ben voilà, cherchez pas très loin, hein, parce que des trucs un peu, comment dire, un peu prétentieux de dire ouais on fait du gourmet, alors qu'en fait c'est juste une viande pas terrible, ou même un pain dégueulasse. Ici non, vraiment ça vaut son titre de gourmet. Et petit truc intéressant aussi pour les végétariens et les véganes, tous les burgers peuvent être demandés en version vegan et veggie. Donc ça c'est quand même un plus non négligeable. Même les desserts, pour la plupart, à part je crois qu'il y en a 2 qui ne peuvent pas l'être en même temps, c'est normal, c'est des milkshakes au Kinder Bueno. Compliqué de faire vegan. Voilà. Mais ouais, c'est si vous aimez le côté américain et tout ça, bah, je vous conseille le Huggies. Parce que là, juste en parler, j'en salive et j'ai faim. Et est-ce qu'ils ont des bons tuyaux ? Ils ont des bons tuyaux, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont un côté un peu, tu sais, un petit peu industriel, un petit peu steampunk dans le décor, donc il y a des tuyaux qui passent. Donc les bons tuyaux de chez Huggies. Ah, les fameux. Les fameux. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous conseiller un restaurant. En voilà un de fait. C'est fait pour moi. Alors, on passe, je reprends ma fiche du côté de Sophie, à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est ton récap. C'est encore moi. Oui. J'ai hésité sur mon récap, j'avoue. Je voulais parler de Yellow Jackets, parce que j'ai des journées qui sont, comme je vous disais, un peu schizophrènes, où je regarde des films de Noël la journée, puis j'enchaîne avec un épisode de Yellow Jackets où je vois des nanas qui se bouffent entre elles pour finir sur Modern Family, histoire de pas faire des cauchemars. Et je me suis dit... C'est un petit côté érotique ce que tu racontes, c'est bizarre. Toi, tu m'inquiètes, il va falloir... Oui, mais tu m'inquiètes aussi, par contre. Ouais, tu m'inquiètes beaucoup.
Et du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai commencé à partager les stories de Maria Carré qui commence à décongeler tranquillement. Et qui dit mois de novembre, dit depuis le 15 octobre, les films de Noël qui sont enfin diffusés sur toutes nos chaînes. Et j'adore et sur les plateformes aussi, parce qu'il faut pas propose pas mal. J'allais y venir. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors, juste avant que tu continues, parce qu'il y a un truc qui m'a fait rire, c'est avec Maria Carré, bon voilà. J'ai vu quelqu'un qui disait heureusement qu'elle n'est pas de la famille de Rihanna, sinon ça aurait été Rihanna Carré, c'est quand même un peu bizarre. Donc, dis-lui rapidement, Rihanna Carré, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Noël, bien. Voilà, donc Noël, bien. Oui. Donc du coup, depuis le 15 octobre, on a les films de Noël donc, qui ont refait leur apparition à la télé française, et aussi donc vous en trouverez des plutôt sympas sur Netflix, qui est un de mes plus gros fournisseurs de films de Noël. Vous en trouverez aussi sur Prime. Ils cassent pas trois pattes à un canard sur Prime, donc évitez. Sur Max, j'en ai pas vu, j'ai surtout vu des documentaires sur les tueurs en série, mais je les ai quasiment tous vus, donc ça vaut pas trop le coup. De Noël aussi ? Non, mais non, malheureusement. Mais voilà, les films de Noël, moi c'est un peu ma grande passion, parce que le mois de novembre, c'est un peu un mois que j'aime pas trop, même si c'est le mois de mon anniversaire. C'est le mois où il pleut, il fait gris, tout ça, et quoi de mieux qu'un samedi sur son canapé, dans un plaid, avec un petit thé et un pain d'épices que tu viens de faire, et ton petit film de Noël, c'est parfait. Donc le plus gros producteur de films de Noël, c'est Hallmark, les mêmes qui créent vos cartes de Noël un peu kitschounes. Et en fait, c'est devenu vraiment une... un peu beaucoup. Et vraiment, les films de Noël, avant je voyais ça vraiment comme les films de mes mères, tu vois, un peu comme les téléfilms que tu vas voir l'après-midi. Et en fait, une fois que tu as compris vraiment comment ça fonctionnait, alors tu as toujours un peu le même pattern où tu vas avoir un ou une veuve, ou alors les deux, des fois, est-ce qu'on va avoir des enfants, oui ou non. On a souvent un ou une avocate qui retourne dans son village natal du fin fond du trou du cul des États-Unis, et qui va retrouver son amour de jeunesse, avec qui évidemment c'était mal fini, et voilà. Et des fois je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir le film du jour de l'an, où la meuf elle se réveille, elle se dit putain, je viens de foutre ma vie en l'air à New York alors que j'avais une vie chambée. Qu'est-ce que je fous là au fin fond du Vermont, quoi? Pourquoi j'ai pris cette décision de con? Et vraiment, moi j'adorais voir ce film. Après voilà, les films de Noël, ça reste quelque chose quand même, ça dure 1h20, 1h25, donc je veux dire, t'es en train de faire à manger aussi, t'as ton petit fond sonore, t'as plein de chants de Noël, t'as toujours des maisons qui sont vraiment, mais c'est magnifique. Tu regardes un film de Noël, tu vas sur le site des Maisons du Monde et tu te dis, je vais claquer un SMIC en décoration de Noël, quoi. Il faut que je me calme. Donc voilà. Et c'est vraiment... j'ai découvert d'ailleurs, alors attendez, il faut que je le retrouve, j'ai découvert, pour ceux que ça intéresse et qui veulent en discuter avec moi, j'ai découvert un site qui s'appelle programme-tv-noël.com, et vous avez jour après jour tous les films de Noël qui sont passés sur toutes les chaînes. Donc par exemple, vous ne savez pas quoi faire demain, et ben dès 7h10, vous avez sur la piste de Noël sur TMC, 8h50, Noël parfait pour couple imparfait, et vous en avez comme ça jusqu'à... après ils ont des mois moches et méchants, mais vous en avez jusqu'à 17h30. Et vraiment, mais moi quand j'ai pas ma fille, je peux m'y mettre dès le matin et je peux les enchaîner. Mais... Non, faut pas le prendre comme ça, c'est bon esprit. Et surtout, en plus, vous avez aussi, au bout d'un moment, le petit jeu aussi qui consiste à reconnaître des acteurs et des actrices qui reviennent assez souvent. Donc, par exemple, vous avez Jessica Lowndes qui jouait dans Beverly Hills Nouvelle Génération, qui a joué quand même dans 6 films de Noël, dont Noël à Pemberley Manor, qui est génial, que je vous recommande. Vous avez Jill Wagner aussi. Jill Wagner, elle est très très rigolote, elle joue dans 7 films de Noël, dont Le Calendrier secret de Noël, qui est très bien aussi. Vous allez avoir Candace Cameron Bure. Alors elle, par contre, je vous la recommande pas. Évitez ces films parce que Candace Cameron Bure, c'est la sœur de Kurt Cameron. Et eux, en fait, c'est des évangélistes un peu connards, très très religions. Et elle, en fait, elle a dit qu'elle allait plus tourner dans les films Hallmark,
mais qu'elle allait plutôt aller vers une autre, après, un autre truc aussi, très... C'est aussi un personnage de la fête à la maison, hein. Je rappelle que c'est... Ah oui, aussi, oui. Ouais, c'est une des sœurs, ouais. Oui, d'ailleurs, il y a l'autre sœur qui joue dans des films de Noël, et elle joue dans des films de Noël qui sont toujours très rigolos, elle est très bien. Oui, elle, mais vraiment, Candace Cameron Bure, voilà, elle a vraiment viré en mode, moi je veux plus tourner dans les films Hallmark, parce qu'il y a eu un couple gay une année, ça respecte pas la famille traditionnelle, il y a eu des noirs. Donc voilà, on évite ces films-là. Allez faire plutôt des muffins dans ce cas-là. Et puis après, vous avez Alicia Witt. Alors là, je la connaissais pas du tout. Ah si, elle joue dans Orange is the New Black apparemment. Et elle aussi, voilà, elle arrête pas de jouer dans des films de Noël. Et vous reconnaîtrez aussi Ashley Williams qui jouait une des meufs de ce connard de Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Bah oui, c'est Victoria. Ouais, je l'adore. Même dans les films de Noël, je l'adore, elle est géniale. Ouais. Donc voilà, les films de Noël, c'est vraiment devenu un vrai business. Et si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que les samedis et dimanches, ce que j'aime bien faire, c'est faire des stories où je vous résume ce que je suis en train de voir. Sans oublier le plus gros fail de ma vie que mes parents avaient vu, où à un moment je parlais d'une nana qui ouvrait une boîte à souvenirs et j'avais écrit « Et là, elle ouvre sa bite à souvenirs ». Petit message de mes parents, tu regardes quoi là? C'est un film de Noël. Ouais, c'est quel genre de film de Noël? Je dis non, mais c'est une boîte. C'est des boules de Noël. Voilà. Donc voilà, vraiment, moi, c'est vraiment l'époque que j'attends le plus quand le mois de novembre arrive, parce que c'est vraiment des films qui me permettent un peu de sortir de ma tête, et c'est des films qui sont vraiment... C'est pas les films qu'Élodie elle va regarder, quoi. Je veux dire, on en ressort, on est bien, ça va, on est content, on a entendu des chants de Noël, on a bu son petit thé de Noël. Et voilà. Après, ça dépend comment tu les regardes, parce qu'il y en a, moi je regarde ça, voilà, premier degré, j'aime beaucoup pour le côté doudou, clairement. Après, il y en a qui sont intrinsèquement mauvais. Non, mais il y en a qui sont nuls à chier, on est d'accord. Mal filmés, mal montés, etc. D'ailleurs, je te conseille la chaîne de Drew Gooden, un youtubeur américain qui très souvent fait des vidéos sur les pires... il adore ces films-là, mais il fait aussi des vidéos sur les pires films de Noël. Et le truc qui est génial, c'est qu'il le vend tellement bien, c'est qu'à chaque fois, je vais voir le film. et c'est une catastrophe. Il y a des films comme ça sur YouTube aussi que tu peux trouver. Hein. Il y en a énormément. Ça, c'est franchement des trucs à regarder, mais dans tout ça, il y a des petites pépites parfois, comme les 12 Noëls de Kate sur Disney+, qui réutilisent le côté comme le jour de la marmotte, hein, oui, je vois, oui. Où elle va tomber, et puis à chaque fois elle va se réveiller, ça recommence, et c'est avec Mark-Paul Gosselaar. Et comment elle s'appelle, je sais plus. Et j'avais découvert ça sur Hulu, quand je pouvais encore avoir Hulu avec le VPN, et quand c'était encore en version gratuite. Et Amy Smart aussi, voilà. Mais je vais jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que après on arrive aussi à avoir des mini sagas, tu vois. Par exemple, tu vas avoir à Noël Mon Prince viendra, t'en as 3, le Christmas Prince, t'en as 3 aussi. Enfin, vraiment, après t'arrives à avoir des trucs. Pour information, l'année dernière j'ai réussi à en voir 94. Pour l'instant, cette année, j'en suis à 15. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure... Alors, moi, par contre, je m'arrête le 24 décembre. Après le 24 décembre, les films de Noël, ils n'existent plus jusqu'au 15 octobre suivant. Mais si vous voulez, je vous ferai, au fur et à mesure, jusqu'au 24 décembre, un petit update de combien de films j'en suis. C'est parce qu'on n'a pas le temps, parce que sinon, tous les deux, on aurait pu faire un podcast à part juste là-dessus, quoi. Putain. Arrête, parce que je pensais regarder beaucoup de films de requins, mais là, t'as explosé les standards. Hein. J'ai pas de limite quand j'aime quelque chose. Oui, en même temps, toi, les films de requins, il y en a beaucoup, oui. Sauf que derrière les films de Noël, bon, il y a Hallmark qui t'en fait mais des centaines. Des chiens. Il y a les Sitchabert aussi que j'ai oublié. 4-5 nouveaux par an. Comment je vois, donc ça reste raisonnable. Ouais, non, là, en fait, Hallmark n'est pas le seul, mais Hallmark à toute cette chaîne-là, c'est 90% des films. Et le truc, c'est que ce qui est assez drôle, c'est que quand tu regardes la liste des films, c'est toujours la même composition de la cover. C'est rouge, c'est vert, c'est rouge. Des fois, il y a un chien, des fois, il y a un enfant. Parfois, il y a un chien. Ah oui, et alors, les films de Noël, les téléfilms de Noël avec les chiens, ça, c'est les plus mignons. C'est génial, parce que c'est drôle, tellement c'est nul. Je t'en recommanderais un, à part Fred, il y en a un, j'en ai vu un avec un bébé corgi, je pense que tu vas le kiffer. Je l'ai déjà vu.
Celui avec le mec qui demande à sa voisine de garder le bébé chien le temps qu'il l'offre à sa fille. Trop mignon. Évidemment, je pense que je regarde autant que toi, hein, donc. Mais en parlant de films de requins, Mathieu, tu devrais regarder MCM, parce que tous les soirs, dès que je zappe sur MCM, j'ai un film de requin. Donc là, il y a eu les 5 Sharknado, hier il y avait Jurassic Shark. Pas dans la même gamme de films de requins. Moi, je les aime pas, ceux-là. Moi, j'aime les films de requins qui se prennent au sérieux, mais qui sont nuls. J'aime pas les films de requins qui se prennent pas au sérieux. Genre The Meg. Ouais, ça va. Le premier est cool. Ouais. Bon, par contre, alors justement, je te conseille un film, Mathieu. Oula. Et c'est pas une blague. Il s'appelle Santa Jaws. Oui. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Oui, je les ai tous vus, hein. Oui, je l'ai vu. C'est un requin. C'est un requin qui a le pôle du pôle Nord sur la tête. Oui. Je vois pas le oui, c'est un film de Noël de requin. Mon Dieu. Voilà, il faut le voir celui-là. Non, pas forcément, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez regarder le poster, vous rigolez aussi bien qu'en regardant le film, mais ouais. Après, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle The Christmas Shark et c'est un dessin animé. J'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi. Bon, bah voilà. Tu regardes vraiment trop les trucs. Il est incollable. Bref. Incollable sur les requins. Comme Chandler quand il est à Tulsa. Incollable sur les requins. Oh merde. Oh, t'as pas la ref? Ah, quand même. Ah bah quand même. J'ai eu peur. Donc voilà, ça c'était ton récap et on termine avec la reco de Mathieu qui est un dessin animé. Oui, je vais vous recommander un film qui est sorti au cinéma la semaine dernière, pas en Belgique, il va falloir que tu attendes un peu, mais en tout cas il est sorti en France, il va pas trop tarder en Belgique, qui s'appelle Flow, F-L-O-W. C'est Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est un peu nul comme titre, c'est mieux Flo. Mais donc c'est un dessin animé qui a été réalisé par Gins Gilbaldolis, par des studios indépendants qui s'appellent Dreamwell et Sacre Bleu. Et de quoi ça cause? Ça raconte l'histoire d'un chat qui se réveille un matin et les hommes et les femmes ont disparu de la surface de la Terre. Et la planète a l'air complètement inhabitée. Donc il va aller se balader, il va se faire poursuivre par un chien, et puis après il y a une énorme vague qui va arriver et qui va recouvrir la surface de la Terre dans un gros déluge. Il va se réfugier sur un petit bateau avec un labrador, un capybara, un lémurien et un oiseau. Et tous ensemble, ils vont essayer de retrouver la terre ferme et surtout de survivre et de cohabiter tous ensemble parce que un chat et un chien, ça s'entend pas forcément. Un lémurien quand c'est kleptomane non plus, un oiseau quand c'est blessé et que c'est ronchon aussi, et le capybara quand c'est paresseux et qui veut rien faire sur le bateau, bah c'est pas cool non plus. Donc tous ces animaux vont se retrouver sur un petit bateau et vont partir dans une grande expédition. C'est un film qui conviendra à toute la famille. Vous pouvez emmener voir vos enfants ou y aller tout seul comme des grands, vous passerez un bon moment dans les deux cas. Surtout, c'est un film qui n'a pas de dialogue. Donc, c'est pas des animaux anthropomorphes comme dans Zootopie ou dans Robin des Bois. C'est des animaux qui se comportent pratiquement comme des animaux, comme votre chat à côté de vous, si vous écoutez le podcast dans votre chambre et que votre chat vous lèche le pied. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'émotions quand vous regardez le film. C'est un peu comme Wall-E, mais sur 1h30. Où vraiment vous captez les émotions de vrais personnages à travers les expressions de leur corps, de leurs yeux, aussi les sons, la musique qui est incroyable et que j'écoute en travaillant parce qu'elle est vraiment très chouette et à la fois poétique et épique, donc c'est super pour travailler en même temps. Et puis que vous dire d'autre? C'est un film sur le vivre ensemble, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé très philosophique. Moi, je vous le recommande surtout parce que je le trouve extrêmement mignon. Il est magnifique. En fait, il a été fait en animation 3D sur Blender. Donc, en gros, vous animez un personnage dans un décor et vous placez la caméra ensuite. Ce qui fait que c'est pas des plans fixes et vous choisissez après où est-ce que vous positionnez la caméra. Ce qui fait que c'est un peu comme un jeu vidéo, mais au cinéma. C'est super immersif. Il y a beaucoup de plans séquences.
Et donc, même si c'est un film qui a pas de parole et qui, à certains moments, est contemplatif et prend le temps d'observer les décors, la lumière, etc., on s'ennuie pas du tout. Ça alterne entre des bonnes séquences d'action et des séquences émouvantes ou poétiques. Ensuite, je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs au milieu, mais c'est pas tant dérangeant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film, surtout des films français. Et donc, je vous invite vraiment à le découvrir en salle. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire, ni sur les émotions qui nous traversent en le regardant, parce que c'est une expérience à vivre en salle. C'est vraiment particulier. Et vous allez être transporté dans un univers complètement différent, avec une nature qui est super vive et impressionnante, et on a envie de s'y plonger et d'y vivre. Et en même temps, il y a des cités désertées par les hommes qui sont magnifiques, et à la fois d'une grandeur absolue, mais en même temps, on est mis face à l'abandon de ces animaux, et ça peut paraître très triste de retrouver des animaux de compagnie tout seul. Et vraiment, c'est un film superbe. Ramenez vos chats au cinéma, ils passeront un bon moment aussi. Voilà, foncez en salle. Ok, J'ai très bien. J'ai envie de le voir, mais je vais pleurer. Oui, tu vas pleurer peut-être. Mais tu pleureras moins que le robot sauvage, mais tu pleureras, mais ça sera des bonnes larmes. C'est un peu sans dialogue comme La Tortue Rouge. Pas envie de te dire de bêtises, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Ok. Parce que La Tortue Rouge, il n'y avait pas de dialogue et j'ai pleuré. Bah alors oui. En tout cas, Elodie, tu pourras laisser couler le flot des larmes. Et il y a un capybara, je le rappelle, il y a un capybara. Ouais. C'est quand même le meilleur animal sur Terre. Oui, carrément. Je suis plus du côté du coca. Le coca, c'est le seul animal... Non. Non, c'est un marsupial qui est très mignon, et chaque fois que tu vois la photo, il fait des sourires. Tout le temps. Oui, mais le capybara, il est pote avec tout le monde. Oui, puis il est... Ouais. La question, c'est est-ce que les deux se mangent ? Alors je crois que ça moi je mangerais pas un capybara, ça a l'air un peu dégueu quand même. Oui, le coca, comme un ragondin, c'est mignon aussi, mais c'est moins balourd et peut s'endormir à tout moment. Ouais. T'as un petit côté je me fais chier mais je suis bien avec vous. J'aime bien, tu vois. C'est chill. Ouais, un peu un gros pouf. C'est un hamster mais gros pouf. C'est une façon de voir la chose. Ok, bon, très bien. Donc Flo au cinéma, je n'ai pas vu donc la date pour la Belgique. J'ai pas vu. C'est dans quelques semaines. C'est dans quelques semaines. Ok, très bien. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Donc cette semaine, on a eu donc 2 fois du cinéma avec un grand écart, on peut le dire. The Machinist avec Christian Bale et Flo donc avec un petit chat. c'est un autre genre. On a eu de la série avec Nobody Wants This et de quoi bouffer quand vous passez en Belgique avec le Huggies si vous aimez les burgers. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine, de bons trucs culturels, on va dire ça comme ça, et surtout Bonne journée. Attention les oreilles. Ou pas. C'est long. Peut-être pas. Il veut pas. Déçu. Capi.